Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bordeaux News. Comme premier petit sujet, vous pouvez découvrir le festival Kezako qui s'est déroulé ce samedi au Centre socioculturel de Grand-Venne. Nous y sommes allés avec Michel et 2-3 enfants de la Bourdonnette pour présenter le mini court-métrage que nous avions réalisé l'année passée, Les Bonbons Magiques. Découvrez tout de suite un petit reportage. Samedi 15 novembre, nous nous rendons au Centre socioculturel de Grand-Venne où se déroule le festival Kezako. Bienvenue à Kezako. Aujourd'hui, nous sommes ici au festival de Kezako pour juger lequel est le meilleur film. Nous, c'était Les Bonbons Magiques. Alors, moi, Sally, j'ai joué dans Les Bonbons Magiques le rôle de Max et de Madame Delabrosse. Et toi, Samia? Moi, j'étais caméraman. T'as aimé? Oui. Moi, j'étais aussi caméraman, c'était cool et marrant. Moi aussi, j'étais caméraman et c'était sympa. Et en fait, on est ici dans le centre de Grand-Venne pour participer. C'est la participation à la 4e édition du festival Kezako. Et le festival Kezako, en fait, c'est un festival de mini-métrages, de petits films tournés-montés. Alors le tourné-monté, on très vite dit, c'est en fait un film tourné comme ça en cache, il n'y a pas de montage, les scènes sont filmées dans l'ordre chronologique. Et puis donc le but c'est vraiment d'écrire un scénario à l'avance, d'imaginer que la scène 1 sera tournée là, après on tourne la scène 2. Donc il n'y a pas possibilité, comme quand on parle des autres films, de faire des montages, de faire une scène ici, la scène 3 là-bas. Là c'est vraiment sur le moment, scène 1, scène 2, scène 3, et comme ça. Donc pas de branchement à un ordinateur quel qu'il soit, pour que ce soit même pour rajouter de la musique ou un effet ou même un texte. Donc c'est vraiment, je prends la caméra, play et stop. L'idée, comment vous est-elle venue ? En fait, j'ai repris ça, j'avais vu qu'ils faisaient ça, c'était dans un bar à Vevey. Alors eux, c'était beaucoup plus élaboré vu que c'était en Super 8. Donc, mais c'était l'idée du tourné-monté. Et puis moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça avec les enfants ? Je trouvais l'idée assez intéressante. Et puis c'est né comme ça, on en a discuté avec mon équipe qui trouvait ça sympa aussi. Donc on a lancé le projet comme ça, il y a 5 ans maintenant, ouais. Avez-vous eu plus de succès avec les années ? Alors oui, la première année, ça a toujours été de mieux en mieux. On a juste eu un petit couac l'année passée. Pourquoi ? 2007 n'était pas une bonne année, il faut croire. Mais sinon, ouais, chaque année, il y a d'autres centres. Puis là, la particularité, c'est que cette année, il y a d'autres centres qui organisent aussi. On n'est pas le seul centre à organiser. Le Pourquoi, nous sommes à Grand-Venne, par exemple. Il y a aussi le centre de Chailly qui participe à l'organisation. Et puis aussi le centre de la Bourdonnette aussi qui s'est joint à nous. Et puis sinon, il y a d'autres participations. On a vu la Pontaise aussi. Et puis même Prilly qui est venu se rajouter à nous. Alors comment, pourquoi ? Il faudra que j'aille poser la question. Mais oui, on voit que chaque année, ça prend de l'ampleur. Le festival sera reconduit ? Normalement, là, on va devoir faire le bilan. Mais je pense qu'au vu de ce qu'on a pu observer cet après-midi, déjà le nombre de participants, le nombre de films, les enfants qui sont là, moi, je pense que ça a de bonnes chances de continuer. Mais on va d'abord faire un bilan, savoir les pourquoi, les comment, que chacun puisse s'exprimer sur ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu. Et puis, oui, peut-être. Alors à l'année prochaine ? Oui, très volontiers. Merci pour tout. Mais merci à vous. Juste avant la délibération du jury, un goûter bien mérité et un peu d'air pour les enfants. Donc on va commencer par le 3e prix, 2e, 1er prix d'interprétation, prix de consolation, tout ça. Donc je laisse la parole à mes petits camarades pour le 3e prix. Alors le 3e prix pour ce festival est attribué au film Les problèmes dans mon quartier des Bovresse. Ce qu'on a retenu de très positif, c'était la structure du film, le système des portes et la voix off à chaque fois que les personnages entraient. Et donc votre prix, vous êtes tous invités à Ciné Kids. Ça va. Le 2e prix, nous avons choisi les bonbons magiques de la Bourdonnette.
l'expression de la femme. On a adoré ça. Pour le premier prix, on va commencer peut-être par donner les qualités du film, et puis vous tâcherez de savoir de quel film il s'agit. Alors, ce qu'on a particulièrement apprécié dans le film qui a gagné le premier prix, ce sont les maquillages, ce sont les costumes, c'est aussi la manière dont le quartier était traité, et puis la variété des images, puisqu'il y avait des images qui étaient prises dedans, qu'on appelle intérieur, et des images qui étaient prises en extérieur. C'était aussi un film dans lequel il y avait des gros plans sur les visages, et puis des plans plus éloignés. Et le film en question, est-ce que vous avez retenu duquel il s'agit? Peut-être. Le film en question, c'est Le quartier des gens toujours malades, le centre des Devrets. Merci beaucoup au jury de tout votre travail, je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. Donc, encore merci mille fois à tout le monde, c'était vraiment cool. Enfin, moi j'ai passé un très bon après-midi. Et puis on a encore une toute petite surprise, c'est pour tous les enfants, tous les participants au film. Et là, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas participé, ne venez pas. Hein, je vous fais confiance. Vous pouvez venir vers moi chercher un petit sachet Maintenant, découvrez un mini-spot sur la journée qui se déroulera le 25 novembre sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Halte à la violence! Halte à la violence conjugale. Comme troisième sujet, vous avez l'occasion de retrouver un interview de Willy Rodin, qui n'est autre que le fondateur de Nouvelle Planète. Willy Rodin vous donne une conférence à Lausanne au CHUV le 28 novembre à 20h dans l'auditoire Yersin sur le thème Amazonie, terre d'espoir. Alors vous êtes le fondateur de Nouvelle Planète. Cette conférence s'inscrit dans un cycle qui s'appelle Humanisme, écologie, spiritualité. Alors qu'est-ce que vous allez raconter? C'est très vaste hein, comme sujet, et ça me réjouit beaucoup parce que je vais surtout parler de l'Amazonie et pourquoi est-ce que là-bas nous travaillons avec les Indiens, parce que c'est un sujet qui est pour moi important, parce qu'on a toujours finalement jugé que ces Indiens, de même que toutes ces minorités qu'on trouve encore sur la planète et qui ont été bousculés pendant des siècles, n'ont rien à dire, que leur qualité de vie, finalement, ne vaut pas la peine. Et là, j'essaie de montrer que les Indiens, ce sont les seuls capables de vivre dans la forêt sans la détruire. Ce sont des gens qui ont une qualité d'adaptation à la nature qui est phénoménale, dans ce sens que on respecte la nature. Déjà, sa croyance fait que tout est sacré. La terre est sacrée, c'est la terre-mère. Les arbres sont sacrés, les oiseaux sont sacrés. Les oiseaux, c'est la transmission entre les humains et Dieu, de la pensée, de toute la forme de croyance. Et ces Indiens sont les premiers habitants, aussi bien de l'Amazonie d'ailleurs que dans le sud-est asiatique, de toutes les côtes de l'Asie. Et ces Indiens, par exemple, quand ils le cultivent, parce qu'il faut quand même qu'ils vivent, découpent à l'intérieur de la forêt des petites surfaces. 1 hectare et demi, mais ils prennent soin de laisser des arbres tout autour, ils prennent soin de laisser quelques grandes futaies, et tous les 2 ou 3 ans, ils vont déplacer ces cultures. Et laisser la forêt reprendre. Laisser la forêt reprendre, si bien qu'on peut survoler la forêt après 4 ou 5 ans, on ne va plus voir les endroits utilisés par les Indiens. Alors le grand drame aujourd'hui, c'est que venant des côtes, venant des régions des villes, il y a toute une colonisation qui se passe, et ces colons, eux, ne sont pas conscients de la fragilité du sol, et ils déboisent de trop grandes surfaces,
Et là, c'est le drame. Parce qu'on est sur des terres qui n'ont que 12 à 15 cm d'humus. Et ensuite, on arrive sur la latérite, le sable, les pierres. Ça veut dire qu'après 4 ou 5 ans, l'érosion commence. Donc on désertifie la terre la est forêt. perdue. On désertifie la forêt aujourd'hui. Et il faut savoir que sur la planète, chaque seconde, une surface grande comme un terrain de football, qui était plantée d'arbres, qui était en forêt, est transformée en désert. Alors que fait Nouvelle Planète pour ces Indiens en Amazonie? Alors, à la demande de ces Indiens, puisque notre responsable, Jérémy Narby, a d'abord séjourné pendant 3 ans avec ces Indiens pour sa thèse de doctorat en anthropologie. Et partant de la demande des Indiens, on a d'abord financé des géomètres, des géographes, puis des juristes. Parce que les Indiens nous ont demandé de les aider. Nous, on pensait d'abord qu'ils nous allaient demander de les aider à replanter des arbres, à faire des pépinières, etc. Eh bien, pas du tout. Bon, on l'a fait, ça, par la suite. Mais d'abord, ils ont demandé de leur permettre de devenir propriétaires de surface de terrain. Ça signifie acheter le terrain ou qu'est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie pour eux simplement avoir des titres de propriété. Des titres de propriété par village, par tribu, non pas par individuel, mais des grandes surfaces, 20 000, 50 000 hectares, 100 000 hectares. Et ces titres de propriété, ça implique de délimiter à l'intérieur de la forêt, et ensuite d'établir le titre, le papier, et de faire enregistrer ce papier, d'où l'importance d'avoir aussi des juristes, d'enregistrer ce papier auprès des gouvernements. Ça permet de s'opposer à la destruction de la forêt par les colons ou par les entreprises étrangères qui viennent et qui exploitent le bois. Alors là, lorsque je suis allé sur place, moi j'étais un peu sceptique. Je me dis, un papier contre des gens qui viennent couper les arbres, c'est pas évident. On a vu des pistolets rossailleurs qui ne s'occupaient pas de papier. Pas évident, même si les Indiens, une fois qu'ils deviennent propriétaires, vous savez, c'est quand même intéressant parce que tout autour de leur surface, ils font une tranchée de 8 mètres, 6 mètres, 8 mètres, 10 mètres de large. Ils plantent cette tranchée d'arbres fruitiers pour marquer la différence entre les surfaces qui sont gérées par eux et les surfaces libres en quelque sorte. Et ils font des patrouilles toutes. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le fait qu'ils ont mis en route tout un système d'alarme, comme un peu Amnesty International. Ça veut dire que quand une tribu, un village sent qu'il est en danger, parce que tout à coup, il y a des gens qui viennent depuis l'extérieur, qui commencent à couper des arbres, ils appellent à l'aide les autres villages, les autres tribus, et ce système est même international. Et lorsque, par exemple, les Yanomami, cette tribu qui était au nord du Brésil, au sud du Venezuela, les Yanomami ont vu arriver tout à coup des chercheurs d'or, qui ont jeté du mercure dans les rivières, qui ont empoisonné les rivières, etc. Eh bien là, ils ont d'abord essayé de réagir localement, ils ont vu que ce n'était pas possible, alors ils ont demandé l'aide internationale. Et on a vu que l'ancien président des États-Unis, Al Gore, est par exemple intervenu auprès du gouvernement du Brésil pour que le gouvernement fasse reculer ces chercheurs d'or. Donc on a vu que leur système avait quand même une certaine valeur. Donc ces titres que vous les aidez à réaliser, à faire exister, sont une défense efficace contre la déforestation. Donc c'est un moyen de lutter contre la déforestation. C'est un moyen qui ne coûte pas cher, puisque avec l'équivalent de 50 francs suisses, on arrive à sauvegarder une surface grande d'un hectare. Et jusqu'à maintenant, après une vingtaine d'années, c'est une surface de plus de 400 000 km², c'est-à-dire autant que la Suisse, l'Autriche, la Belgique ensemble, qui est déjà en quelque sorte sauvegardée. Maintenant, ça c'est la première lutte, la lutte de base, mais ensuite ça a été complété par une étude du terrain pour essayer d'adapter maintenant des cultures qui remplacent la forêt, etc. Et puis, il faut dire qu'on a comme principal ennemi pour beaucoup de ces tribus les cultivateurs de coca. Vous savez, la coca, c'est une culture traditionnelle pour les Indiens, mais les Indiens se contentaient, eux, de manger quelques poignées de feuilles de coca pour éviter d'avoir faim quand ils travaillaient, quand ils allaient dans les mines, etc. Mais les cultivateurs de coca, aujourd'hui, c'est ceux qui produisent la cocaïne
Et il faut savoir que, par exemple, en Bolivie, Roberto Suarez, le baron de la coca, a une fortune supérieure à la fortune nationale du pays, etc. Enfin, c'est des gens d'une puissance extraordinaire. Et ces cultivateurs de coca rasent d'immenses surfaces de forêt pour planter la plante de coca. Et la plante de coca a des effets dévastateurs sur la terre. Parce que où on a cultivé la coca, après 6-7 ans, la terre est perdue. Elle est épuisée. Plus rien ne pousse. Plus rien ne pousse. Là, on a essayé de trouver maintenant d'autres plantes pour les Indiens, pour planter sur ces terres complètement éridées. On a mis au point, par exemple, l'achiote, qui permet de produire des carburants et autres. Mais le gros problème, c'est qu'on gagne 5 fois plus en cultivant la coca qu'en cultivant n'importe quoi d'autre. Et bien sûr que même pour les Indiens, c'est tentant quand même d'aider à cette culture de coca. Mais il faut aller une fois dans le haut bassin de l'Amazonie et vous verrez que des collines, des montagnes entières sont complètement rouges. Il ne reste plus rien. C'est là où il y avait de la coca. Et là, les Indiens vous disent, vous voyez cette montagne là-bas, il y a 5 ans, c'est encore couvert de forêt. Là-bas, il y a 10 ans, c'est encore vert. Bien, ces cultivateurs sont arrivés, ils ont tout sabré. Ils ont planté leur coca, puis maintenant, ils sont partis ailleurs. Vous voyez, ils sont en train de débroussailler là-bas un peu plus loin. Donc, les Indiens se sentent impuissants. Et c'est là où il faut également les épauler pour quand même essayer de récupérer ces terres et puis permettre à ces populations indiennes de survivre. Alors ça, c'est le volet qu'on pourrait appeler humaniste et écologique. Le volet spirituel. Eh bien... Moi, j'ai eu le privilège de diriger un hôpital célèbre en Afrique, celui créé par le docteur Albert Schweitzer à Lambaréné, au Gabon. Et lorsque je dirigeais cet hôpital, je me suis imprégné en quelque sorte de la pensée du fondateur, d'Albert Schweitzer, et entre autres de son éthique du respect de la vie, un respect de la vie qui englobe aussi bien l'être humain, surtout l'être humain lorsqu'il est atteint de sa santé, lorsqu'il faut le secourir, mais également l'animal au service de l'être humain. Peut-être dire un mot là sur la conception du respect de l'animal par Schweitzer. Oui, parce que là c'est quand même assez intéressant. Il a dénoncé les maltraitances des animaux, et chez nous, et dans les laboratoires par exemple. Il disait, mais on répète dans les laboratoires en faisant souffrir même des souris, des petits animaux, mais c'est inutile de répéter des examens dont on connaît déjà les résultats depuis tellement longtemps, etc. Et puis, dans les continents du Sud, il montrait aussi comment on fait souffrir les animaux. Et c'est intéressant parce qu'encore dernièrement, lors de mon voyage au Burkina Faso, on m'a demandé de parler à la radio nationale. Et là, pendant 40 minutes, j'étais interrogé par 2 jeunes journalistes à qui je racontais ce que simplement je voyais dans les rues. Comment les animaux sont pendus au guidon des vélos, la tête en bas, vivants, laissant plein soleil, par exemple les poulets, etc. Ou bien les bêtes attachées, vivantes, sur le toit des voitures. Et ces bêtes crient, souffrent. Et ces 2 jeunes journalistes, au bout des 40 minutes, m'ont dit « Mais on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. » Alors que ce sont des choses qu'ils voient tous les jours. Ils le voient tous les jours, mais on est anesthésié en quelque sorte par ces réalités et on ne pense pas que l'animal, ça peut souffrir. Et là, maintenant, au Burkina Faso, s'est créée dernièrement une association burkinabé Albert Schweitzer pour la sauvegarde des animaux. Donc on voit que ça n'a pas été inutile. Et puis dans l'éthique de respect de la vie d'Albert Schweitzer, on a également le respect alors de la nature, ça veut dire de la végétation, etc. Et là également, Albert Schweitzer nous a mis en garde déjà depuis le début du XXe siècle sur le massacre de cette nature. Il a décrit les dangers qu'on court. Et puis alors maintenant, on est vraiment plein dedans parce qu'il n'y a pas que l'Amazonie. Je suis retourné, par exemple, à Lambaréné quand je dirigeais l'hôpital dans les années 70, et que partant de Libreville, la capitale, j'allais jusqu'à Lambaréné, c'était 6h30 de voyage sur une piste qui zigzaguait dans une brousse, dans une forêt dense de 68 ans, des futaies de 68 mètres de haut. Et maintenant, ma femme et moi, on est retournés ces derniers temps. Et ils ont fait une belle route goudronnée, on fait le voyage en 3 heures, mais il n'y a plus de forêt.
Et tout a été... Donc là où on circulait pendant 6 heures dans la forêt, plus rien. Pratiquement plus que des broussailles. Et toutes les belles futaies ont été emmenées. Et le Gabon, à lui seul, exporte 2 milliards de mètres cubes de bois chaque année à destination de l'Europe, à destination de la Suisse. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien là, sur place, c'est intéressant, je suis allé parle de trouver... l'Amazonie ou du Gabon, c'est le problème. Puis Madagascar, vous savez, Madagascar, à l'heure actuelle, n'en a plus que pour 40-45 au rythme où on massacre la forêt. Mais au Gabon, j'ai essayé entre autres d'aller trouver le ministre des Forêts, de l'Environnement. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous laissez couper comme ça les forêts? Vous ne réagissez pas. Il m'a dit, mais c'est vous les Blancs. C'est vrai, c'est des sociétés françaises largement qui coupent les forêts. Avec l'autorisation de gens qu'ils ont corrompus pour les bien obtenir. sûr. Le Gabon appartient à la famille Bongo. La famille Bongo a la main sur tout ce qui bouge au Gabon. Et même ce qui ne bouge pas, comme la forêt. Et même ce qui ne bouge pas, effectivement. Et là, il m'a dit, mais vous savez, dans la forêt, il y a des rongeurs, ils prennent des graines, puis ils les transportent, puis ça repousse tout seul. Ouais, c'est ça. Il ne devait pas mettre souvent le nez dans la forêt, celui-là. Mais alors, vous faites quelque chose pour que les consommateurs changent de comportement? Parce que s'il n'y a plus de demande... On essaye également de freiner ces importations en Europe, en Suisse. Et là, on est intervenu, c'est entre autres... Vous vous souvenez, notre ami Bruno Manzer a fait la grève de la faim devant le Palais fédéral à Berne pour sensibiliser nos autorités fédérales en leur disant, mais cessons d'importer ce bois tropical, parce qu'il n'y a pas que le bois du Gabon, mais lui, il défendait les pénanes dans le nord de Bornéo. Bornéo est en train d'être désertifié maintenant. Et puis, on s'est aperçu qu'au niveau fédéral, ça ne servait à rien. Alors, on s'adresse maintenant, c'est entre autres la fondation Bruno Manzer qui porte toute l'action, on s'adresse aux cantons et aux communes. Et il y a 7 cantons qui ont déjà signé un engagement de ne plus utiliser de bois tropical. Le dernier qui a signé, c'est Saint-Gall, mais c'est tous des cantons suisses allemands. Pas très présents, si j'ai bien compris. Et puis... Au niveau des communes, puisqu'on s'adresse aussi aux communes, là on a autour de 380 communes qui ont signé l'engagement maintenant, mais on a à peu près 300 communes en Suisse allemande, et puis autour de 80 en Suisse romande. Je n'ai pas pris les derniers chiffres, donc, mais enfin, vous démarchez ça montre l'importance. Ça, c'est ce que fait Nouvelle Planète aussi. On appuie également toute l'action qui est portée par la centrale de Bâle de la Fondation Bruno Manzer. Parce que vous savez qu'on travaille aussi en réseau au niveau des organisations, on s'épaule mutuellement, on n'est pas chacun cloisonné dans son coin. Donc vous cherchez à convaincre les communes et les cantons romans de cesser ces importations. Alors toutes les communes ont reçu une documentation et on imagine que pour beaucoup c'est passé directement à la corbeille à papier, mais pour d'autres il y a quand même eu une prise de conscience et progressivement je pense qu'on y arrivera. Il faut être optimiste. Pour revenir à l'Amazonie, que fait Nouvelle Planète? Qu'est-ce que les gens d'ici peuvent faire pour aider Nouvelle Planète en Amazonie, par exemple? Bon, financièrement, il y a déjà moyen, puisque je disais, avec 50 francs suisses, on arrive à sauvegarder 100 hectares. Donc, il y a moyen déjà à participer à cet effort de base. Et d'autre part, alors, on a lancé également toute une série de programmes de pépinières, de reboisement. Dans le film que je vais présenter le 28 au soir, là, on voit justement cet effort où on analyse les sols pour avoir une couverture végétale la plus appropriée possible selon la qualité du sol, etc. Et puis on a lancé également toute une série de programmes maintenant d'alphabétisation et finalement de préparation des enseignants sur une base bilingue. Ça veut dire qu'il faut absolument sauvegarder les langues des indigènes, des Indiens. Ça fait partie du patrimoine de l'humanité, mais en même temps, il faut qu'ils puissent s'ouvrir aux autres. Donc il faut que les enfants, à l'école, apprennent aussi ou bien l'espagnol dans les anciennes colonies espagnoles, ou le portugais au Brésil. Et donc ces enseignants deviennent des enseignants bilingues avec cette préoccupation aujourd'hui. C'est aussi tout un programme qu'on finance maintenant et qu'on peut soutenir. Alors ça c'est un aspect financier, donc on peut vous verser de l'argent, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'aider Nouvelle Planète? Vous faites des camps pour des jeunes, pour des adultes, pour des aînés?
Il faut peut-être nous expliquer un peu ce que des gens qui voudraient faire quelque chose personnellement peuvent faire, parce que tout le monde ne peut pas verser de l'argent. Oui, alors c'est intéressant parce que il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une salle peut-être à 20 mètres ou 50 mètres d'ici, de ce studio, et là je rencontrais un des groupes de jeunes qui part pendant l'été. Il y avait non seulement les jeunes, il y avait les parents, les amis, les connaissances, il y avait 200 personnes à peu près, et c'était une des rencontres de préparation de ces camps de jeunes. Et durant l'été, on avait 16 camps de jeunes qui sont partis à destination de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine. Il y a 8 mois de préparation, à raison d'une fois par mois à peu près. Et les jeunes apprennent à connaître le pays, le partenaire avec lequel ils vont travailler. Ils apprennent surtout à collecter des fonds pour financer leurs frais sur place. Ils payent le billet d'avion de leur poche, mais la couverture des frais sur place se fait grâce aux démarches qu'ils entreprennent. Ils vendent des objets de toutes sortes. Ils cherchent des sponsors. Et au moment du départ, c'est un groupe bien soudé qui est prêt à partir. Combien de personnes Normalement, c'est des groupes d'une quinzaine. Et pour combien de temps? Et ils portent 3 semaines. D'autres, il y en a qui restent plus longtemps, mais enfin, c'est le minimum de 3 semaines. Et là, au coude à coude avec des jeunes du Sud, ils vont aider à construire des écoles, des centres d'alphabétisation, des centres d'artisanat féminin. Ils vont planter des arbres, faire des pépinières, faire des pépinières de plantes médicinales traditionnelles, etc. Enfin, selon les demandes qu'on reçoit de la base, des partenaires, il y a tout un échantillon qui est à disposition. Et quand on forme les groupes au mois de novembre, chacun peut choisir dans quel pays, dans quel camp il désire se rendre. Puis après, il y a toute cette préparation. Et comme ça se passait tellement bien avec les jeunes, puisque j'ai lancé ces camps de jeunes déjà en 1984, et il y a plus de 7000 jeunes qui sont partis, et ils sont tous revenus. On va répéter que votre conférence a lieu vendredi 28 novembre à 20h à l'auditoire Yersin au Chuve, organisé par Marinette Porchet sous l'égide Humanisme, Écologie et Spiritualité. Et qu'on peut s'adresser à Nouvelle Planète, c'est www.nouvelleplanète.ch. Et puis votre quartier général est à Vevey. Non, le Nouvelle Planète est ici à Lausanne, ici à Lausanne. À l'avenue des Bovresses 24. Très bien. Alors, on appelle peut-être aux jeunes, et aux vieux et aux moyens pour participer au camp. Et puis de toute manière, pour vous écouter le 28 novembre à 20h. Ils sont bienvenus, on se réjouit. Dans les sorties de la semaine, vous pourrez retrouver du sport. Effectivement, nous vous présentons un combat de kickboxing de moins de 67 kg. Se sont affrontés Osman Liridan contre Tongpraset Yutana. Au début du journal, je vous ai parlé du festival Kezako, qui se déroulait le samedi 15 novembre au centre socioculturel de Grand-Venne. Nous avons ramené tous les films qui ont été réalisés par les enfants des centres socioculturels, co-organisé le festival par la FASEL. Vous pouvez tous les découvrir dès à présent sur votre télévision préférée. De la zik, vous en voulez, et ben vous en aurez. Tout nouveau Bordeaux Zik avec Grune Valley Vibes, un groupe savoyard de reggae. Bordeaux News, c'est terminé pour cette semaine. À la semaine prochaine. Bye bye!